Après, ce focus sur l'information, la difficulté d'y avoir accès, l'importance qu'elle soit actualisée, vérifiée, on l'a déjà un petit peu abordé. La difficulté au quotidien, pour nous, malades, là, je me passe sur cet axe-là, dans notre prise en charge. Et classiquement, bien évidemment, notre prise en charge médicale, c'est d'abord et avant tout notre médecin généraliste. Très vite, on voit qu'ils sont aussi démunis que nous, et dans cette grande empathie de pouvoir nous accompagner, mais se pose rapidement le problème de la formation, après l'information. Donc d'où la nécessité, enfin en tout cas l'envie de faire cette table ronde. Et puisque nous sommes sur un forum en Grand Est, mettre aussi l'accent sur des expérimentations qui ont lieu, d'autres qui vont se faire. Et pour cela, on aurait dû être rejoint par deux étudiantes, mais voilà, les étudiantes, c'est la vie. C'est aussi la jeunesse et c'est aussi un aspect économique. Et quand on a la chance d'avoir un boulot, bah, très gentiment, on m'appelle et on me dit « Madame Varnet, je suis désolée, voilà, j'ai un emploi d'été. » Donc voilà pourquoi elles ne sont pas là. J'espère que vous saurez les excuser. Du coup, on vous reportera leurs propos. Vous n'avez plus qu'à nous croire. Hein. Elles ne sont pas là pour le dire elles-mêmes. Mais donc... est présent Madame Milot de la faculté de pharmacie de Reims et Monsieur Zuilly qui intervient sur la faculté de médecine de Nancy. Je vais commencer déjà par Reims. Là, les étudiantes m'auraient bien aidée parce qu'elles ont été les chevilles ouvrières. J'avais l'occasion de faire différents stands de sensibilisation aux maladies rares et j'ai rencontré des étudiants. Vous savez que les étudiants sont aussi organisés au travers de corporations d'étudiants. Et c'est des sacrés leviers. Moi, j'ignorais complètement mon cœur de métier. Je suis travailleur social à la base, donc je ne connaissais pas du tout le milieu médical. Et j'ai été approchée en fin d'intervention. Et ce jeune homme, Quentin, qui va bientôt être pharmacien aujourd'hui, m'a dit « Mais c'est pas possible !» Je vous dis, Martine, je te vois, tu étais là aussi, tu l'as vécu avec moi. Et c'est ça qui est chouette aussi quand ça fonctionne dans les maladies rares, c'est que, tu l'as souligné Thomas, c'est vraiment ensemble qu'on avance. C'est quand on met ses envies et c'est possible ensemble. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est à l'heure des créations. Et Thomas me disait, nous sommes une vingtaine là de la promo, c'est pas possible qu'on ait cette chance. Pour lui, c'était une chance de vous entendre. Il faut que vous veniez dans le cursus de formation. Sauf que j'avais déjà fait des demandes au préalable. Alors, je n'avais pas fait la fac de pharmacie, je l'avais fait à la fac de médecine parce que je me suis dit, maladie rare, médecin en priorité. Et je lui ai dit, bah, écoutez, voyez si vous pouvez. Et bien évidemment, c'est là qu'il vous a contacté, Madame Milot. C'est peut-être l'occasion que vous nous racontiez la suite. Je vais vous raconter un petit peu notre expérimentation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc on a commencé, pas cette année, mais l'année précédente. Donc j'ai rencontré, à l'aide de Quentin, il faut le citer, Madame Vernet, donc, qui est venue m'exposer avec d'autres collègues. Mais j'ai la chance d'être responsable pédagogique au niveau de la faculté de pharmacie de Reims, et il est tombé sur la bonne personne. Et donc j'ai essayé donc, de convaincre. Déjà, j'ai été convaincue par Madame Varnet, ça je le dis au passage, mais il a fallu convaincre les autres enseignants, les chercheurs également de notre faculté. Ça, ce n'est pas facile parce que dans notre formation de pharmacien, nous avons des décrets, des arrêtés qui fixent nos études et il n'est pas toujours facile de faire intervenir des personnes dans des problématiques qui ne sont pas encore installées. Donc nous avons la chance d'avoir la loi HPST qui nous redéfinit nos missions en tant que pharmaciens dans tout ce monde médical. Et donc on a pris, je dirais, au vol cette loi HPST pour expliquer aux autres enseignants-chercheurs qui ne connaissaient pas, comme moi d'ailleurs, les maladies rares, sauf d'en avoir entendu parler, bien évidemment, parce qu'on fait partie des professions, je dirais, au sens large de santé, qui nous a permis donc de vous faire venir. Donc nous avons installé 2 modules de sensibilisation, donc en faisant appel à Madame Varnet. Il y a aussi des autres intervenants qui sont venus, Madame Libani, pour ne pas la citer, ou d'autres personnes de Paris directement, pour essayer sous forme de modules. Donc ce sont au départ, c'était quelque chose d'assez modeste,
modeste, je pense qu'on pourra peut-être faire mieux, 2 modules de 3 heures. Alors le premier module, c'était pour sensibiliser les étudiants de pharmacie, futurs professionnels de santé. Donc on a choisi des étudiants de 6e année qui vont sortir, nos études se font en 6 ans, donc ce sont vraiment l'année d'après, la formation est terminée, donc ils se retrouvent dans les officines, en industrie, puisque nous formons également les futurs professionnels pharmaciens dans l'industrie. Donc on a parlé tout à l'heure du médicament de façon assez courte, mais nous sommes, investis dans le médicament. Le médicament, c'est le cœur de la faculté de pharmacie, bien évidemment. Donc 2 modules, un module de sensibilisation, je dirais, aux maladies rares. On a fait un quiz pour savoir si les étudiants connaissaient la définition. Alors cette définition, on en a parlé, donc je n'y reviendrai pas. Mais aussi ce qui pouvait être leur mission dans tout ce monde médical et surtout pour, vous n'aimez pas le terme, la prise en charge, donc je vais dire plutôt l'accompagnement du malade lorsqu'il vient, par exemple, à l'officine, ou un proche vient à l'officine pour essayer d'avoir des informations, d'être orienté. Notre but, ce n'est pas de se substituer, bien sûr, à l'équipe médicale, mais d'aider et d'accompagner le patient. Alors, bien entendu, le deuxième module de 3 heures, c'était centré, bien entendu, sur le médicament, avec tout ce qui est, je dirais, AMM, donc autorisation de mise sur le marché, ATU, dont vous a parlé tout à l'heure, les autorisations temporaires d'utilisation, les médicaments orphelins, parce que ça faisait un petit peu partie du programme, mais ils étaient délaissés au profit des médicaments plus connus et bien, je dirais, bien reconnus dans certaines maladies qui ne sont pas rares, malheureusement. Et donc, on a essayé, pour une première fois, pas cette année, mais l'année précédente. Donc, j'ai aussi rencontré des étudiants qui sont sortis actuellement, qui travaillent depuis 1 an dans des pharmacies. Et j'ai essayé de leur demander un petit peu quel était leur retour, est-ce qu'ils avaient vu des patients, etc. C'est un peu tôt pour conclure sur ce sujet. Par contre, j'ai demandé aux étudiants qui ont suivi cette année la formation, qui vont sortir. Alors pour certains, ils ne sont pas là parce qu'ils ont malheureusement quelquefois des matières passées en 2e session. Donc ils sont en examen, en révision. Et puis d'autres sont encore en stage, puisque notre stage se termine fin juin. Donc pour nous, c'est vraiment une expérimentation, je dirais, au sens strict, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de repères, on a simplement beaucoup discuté avec Madame Varnet de façon, je dirais, constructive pour construire cela. Et je pense que pour nous, c'est une bonne expérimentation. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Je crois aussi que vous avez été bien plus loin que ce que l'on souhaitait au départ. Et ça nous a agréablement surpris, mais c'est votre cheminement aussi qui m'intéresse. Déjà peut-être d'annoncer ce qui s'est passé. Oui. Donc effectivement, la première année, comme toute, je dirais, tout ce qui est mis en place au départ, on a un petit peu de difficulté. Donc la première année, on a simplement demandé aux intervenants qui sont venus vers nous, puisqu'il fallait se déplacer jusqu'à Reims. Pour vous, non, mais même pour des intervenants de Paris, ou même pourquoi pas de Nancy ou de Strasbourg, je ne sais pas pour l'instant, ça n'en est qu'à un stade d'expérimentation. On n'a pas osé, si je puis dire, mettre ça comme, je dirais, pas examen, mais essayer d'évaluer ce qu'avait compris l'étudiant par rapport à notre diplôme, donc de ne pas tout de suite les interroger dans des examens, dans des évaluations que l'on avait déjà. Mais cette année, on a fait un pas en avant, c'est-à-dire qu'on a essayé justement dans certains examens, et un examen, je dirais, de 6e année, donc qui correspond à nos examens de fin d'études, des questions sur les maladies rares et qui permettront, alors pour certains ça s'est bien passé, pour d'autres pas vraiment parce qu'ils n'avaient pas forcément compris qu'ils pouvaient être interrogés sur ce plan-là, mais ça fait partie des futures missions du pharmacien, que ce soit l'officinal ou l'industriel. On a eu des questions à l'examen. Et je pense que ça doit faire partie de notre formation diplômante, de poser des questions sur des maladies qui touchent, même si elles sont rares, une partie de la population. Donc nous avons été un petit peu plus loin que ce que vous attendiez, je pense. Oui, pour nous, c'est vraiment un bel exemple parce que cette envie de sensibiliser, la force que l'on a mis à vous expliciter à quel point c'est important que tous les professionnels de santé aient connaissance de l'existence et de la grande fréquence de ces maladies rares, et que vous preniez place. Mais quand le doyen m'a dit « Est-ce que je peux m'inspirer de votre document pour poser des questions ?», j'ai bien compris que cette fois-ci, le relais
était passé, que vous aussi, vous considériez que c'était une problématique à traiter, à prendre en charge. Après, bon, j'avais un bon relationnel avec les étudiants. Ceux qu'on loupait, ils ne vont pas être si contents que ça. Oui, tant mieux, on ne les voit pas l'année prochaine, on va dire ça. Ça ne sera qu'une... Je pense que c'est que partie remise. Mais je crois que c'est important. Et vraiment, je reviens sur ce que disait Thomas tout à l'heure, le fait que c'est une communauté, les maladies rares. C'est comme ça que je le vis, on peut le dire avec d'autres mots. C'est un esprit de famille, c'est une grande famille. On se serre les coudes, on avance. Mais chacun à sa hauteur et à ses possibles. Et moi, je suis très attachée au mot de sensibilisation. Je suis une malade, une maman de malade, rien d'autre. Je suis une citoyenne lambda. Je ne suis pas formatrice. Donc, à chaque fois, je corrige. Je ne viens pas donner cours. Ou alors, j'ai des étudiants sans être professeur. Je ne sais pas ce que ça voudrait vraiment dire. Mais sensibiliser surtout à ce que signifie vivre avec une maladie rare. Et peut-être, là, dans cette spécificité de pharmacien, comment on peut nous aider avec des exemples très concrets que nous pouvons dire, que parfois on va en pharmacie demander certains médicaments pour un rhume, et notre pharmacien, bien souvent, rapidement, on est attaché à une officine, il nous connaît, il connaît nos pathologies, et lui peut se rendre compte que ce médicament que l'on pensait anodin est peut-être à contresens sur notre pathologie rare ou sur nos traitements. Ça m'est arrivé. Et je me suis dit, les cordonniers les plus mal chaussés certainement, j'y avais pas pensé. Et là, vraiment, j'ai compris que mon pharmacien était très important dans mon suivi. Donc, je donne toujours des exemples, ils ne sont absolument pas narcissiques, c'est vraiment pour illustrer le bien fondé de cette réflexion. Et je pense que le patient ressource, effectivement, avec tout ce savoir expérientiel, je crois que c'est là-dessus, de témoigner. Et ce qui nous intéresse, avec Martine Libani de l'association CMT France, et qui collabore beaucoup avec moi dans ces différentes sensibilisations, puisque l'on fait de très nombreuses professions, c'est vraiment que les futurs professionnels se sentent pleinement investis. Ils ont un rôle et une place à prendre dans les maladies rares. Nous, on est encore une fois que le vecteur pour leur montrer, pour leur démontrer ceci. Voilà, donc merci d'avoir été... alors encore une expérimentation grand test, hein, on va peut-être faire un label. Voilà, cette première fac de pharma a posé, je crois, 5 questions sur les maladies rares. Oui. À l'examen du diplôme, je pense que vous, au moins, la reconnaissance de cette problématique, vous l'avez portée haute. On l'a portée haute et je pense qu'il y a encore un petit effort à faire au niveau de nos tutelles, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, mais ce qui est bien, parce que ça permet... Toute chose qui ne se faisait pas dans nos facultés, je ne sais pas ce qu'en diront les autres personnes, on a souvent l'habitude de dire on n'a jamais fait, on faisait pendant 20 ans ceci, et maintenant pourquoi allons-nous faire autrement ? Alors dans les maladies rares, on a l'habitude d'entendre cette phrase. Voilà, pour bouger les lignes, c'est pas facile. Et c'est vrai que le pharmacien, vous avez parlé tout à l'heure des traitements. Certaines maladies n'ont pas de traitement, mais il faut voir aussi le coût du traitement, le coût du médicament. Et certains de nos étudiants, pour ne pas citer Quentin, vont se diriger vers l'industrie. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de travail au niveau du coût du médicament, etc. Pourquoi ne pas prendre peut-être un médicament qui existe déjà pour d'autres pathologies et qui pourrait être utile dans une maladie rare ? Voilà. Vous reveniez sur Quentin, qui a été vraiment notre clé. Le catalyseur. Si voilà, ce qui nous a permis vraiment de rendre concret ce projet. Et je reviens vraiment sur cette force qu'ont les étudiants, vraiment ces professionnels de demain. Et je crois que, là je me tourne vers vous, professeur Zueli, votre projet auquel on va penser une association, une sensibilisation, et aussi sur un axe qui, moi, m'a beaucoup séduit, puisque sur le module, on ne parle pas maladie rare, mais vraiment de ce qu'est la maladie rare. Je ne veux pas en dire plus, et je crois aussi que l'association d'étudiants est également importante et partie prenante dans ce projet. C'est vraiment, c'est pas du tout anodin que ces futurs professionnels, que ces jeunes étudiants s'impliquent autant, et peut-être feront bouger les lignes. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Et je pense qu'en effet, ce que vous dites, cette équipe qu'on doit faire ensemble, patients, étudiants et enseignants, est extrêmement précieuse. Avant de revenir sur le projet qui est en cours et que je vais vous présenter aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de cette table ronde, cette formation
pour les futurs professionnels de santé via les patients ressources. Et donc je pense en effet qu'il y a des choses qui sont faites actuellement en Lorraine, et je vous parlerai de mon expérience présente, mais aussi à court et à moyen terme, ce qui nous attend avec cette formation pour les étudiants. Donc déjà, à ce qui correspond au présent, clairement, les patients ressources sont extrêmement importants, notamment dans les maladies rares, et on se rend bien compte que ce qui a été montré tout à l'heure lors de la présentation, lors des présentations précédentes, c'est la problématique de la maladie rare. C'est un problème diagnostique, c'est un problème d'errance, un problème d'accès, un problème d'annonce diagnostique, un problème multiple. Et clairement, je pense que chacun de ces points que je viens vous évoquer, on peut travailler ensemble, patients et enseignants, pour pouvoir faire une formation adéquate. Et je prends l'exemple simplement du diagnostic. Imaginez-vous à la place d'un étudiant en médecine. Ce qu'on dit, c'est posez-vous la question de ce qu'on leur apprend, regardez la liste de cours. Posez-vous la question de ce qu'ils retiennent, regardez les questions aux examens. C'est exactement ça. Le fait d'avoir ajouté des questions aux examens permet de pouvoir sensibiliser leur apprentissage sur la question d'une maladie rare. Et mettez-vous à la place d'un étudiant en médecine qui veut avoir une rentabilité maximale pour les fameuses épreuves classantes nationales qu'ils vont passer à partir de la semaine prochaine, 8500 étudiants en médecine en France. Je peux vous dire que c'est un stress, que globalement, les maladies rares, bien évidemment, sont sous-représentées, pour certaines, assez bizarrement, surreprésentées, où c'est à la mode d'avoir des questions qui tombent aux ECN sur cette pathologie X ou Y, mais par chance, on va tomber sur celle-là, mais comme on connaît la multiplicité de toutes ces maladies rares, évidemment, on ne les connaîtra pas toutes, et donc, de facto, les étudiants, une fois qu'ils seront sur le marché, entre guillemets, n'auront pas les connaissances requises pour prendre en charge ce qui est tout à fait normal. On ne pourra pas leur apprendre l'ensemble de toutes les pathologies. Et là vient se mettre en place cette fameuse formation initiale, 3e cycle, lorsqu'ils sont internes, s'ils sont spécialisés en médecine interne, en médecine spécialisée en fonction des pathologies, et évidemment la formation continue. Donc là, le rôle entre les spécialistes et les étudiants. Donc mettez-vous à leur place, clairement cette formation est insuffisante. Par conséquent, pour certaines maladies rares où les signes cliniques sont extrêmement importants, ce qu'on avait pu mettre en place ici au CHRU de Nancy, ce sont des cours interrégionaux Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, avec Dijon, Besançon, Reims, Strasbourg et Nancy pour la spécialité que je coordonne, où nous avons fait venir des patients et on a eu le plaisir de pouvoir faire cet échange-là et en même temps des examens entre guillemets au lit du patient ou en consultation permettant de pouvoir vraiment sensibiliser et faire en sorte d'ancrer ces fameux signes qui permettront de faire la différence et permettront de dire « Ah ben là, en effet, il y a quelque chose qui potentiellement me fait évoquer cela et donc je dois aller plus loin, même si demain je suis médecin généraliste, certes spécialisé dans une branche, peut-être que je n'en verrai pas énormément, mais celui que je verrai, au moins je ne l'oublierai pas. » Donc, la place du patient ressource dans cette optique d'enseignement des nouvelles générations de médecins, je pense que clairement elle est très importante. Donc ça c'est le présent. Le présent aussi, je pense, c'est la place du patient ressource sur l'enseignement aussi de son, entre guillemets, enseignement, mais en tout cas formation continue de son médecin généraliste. Systématiquement, lorsque je vois un patient en consultation chez qui je fais une annonce diagnostique, en tout cas que le diagnostic est posé, je lui donne l'ensemble des ressources inhérentes et dédiées à sa pathologie, ressources web, on est tous connectés, et donc je lui dis, voilà, prenez ça pour vous, mais aussi transmettez-le à votre médecin traitant. Je marque ceci aussi sur mes courriers avec les adresses email, enfin les adresses web, vraiment pour faire en sorte que ce patient ressource puisse être le lien entre moi et le médecin généraliste et faire en sorte en effet que les informations puissent communiquer, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a du travail qui est en cours, qui est extrêmement précieux sur ce lien soins primaires, soins spécialisés, et je pense que la place du patient ressource est extrêmement importante. Ça, c'est le présent. Maintenant, le futur à court terme. Et on parlait des étudiants. Et je pense que, en effet, les étudiants sont extrêmement précieux, puisqu'ils ne nous attendent pas pour se prendre en main et faire en sorte qu'ils puissent avoir une formation de qualité sur certains points qui leur sont importants. Je prends l'exemple de
simplement ce que je connais, donc à la faculté de médecine de Nancy. Nous avons mis en place un enseignement facultaire qu'on appelle « Être médecin », qui s'intéresse à 3 piliers de l'enseignement qui n'est en aucun cas donné dans les cours, qui s'intéresse au professionnalisme, au savoir-être et à l'humanisme. Et ces 3 points-là, on insiste énormément avec différentes modalités d'enseignement. Ça peut être des ateliers, ça peut être un certificat optionnel, ça peut être de la simulation, et j'y reviendrai après, ça peut être des cours en amphi, ça peut être des conférences extérieures. Et donc cet enseignement, pour nous, est extrêmement précieux puisque ça soutient les fondements de notre métier de soignant, que l'on oublie avec le temps, puisqu'on se spécialise sur le diagnostic d'une maladie. On va être spécialiste de maladie, non pas spécialiste, en tout cas médecin de malade, avec un grand M. Et les étudiants, indépendamment, ont très bien compris la question et ont fondé une des associations de la faculté de médecine de Nancy, puisqu'il y a plusieurs associations, une association qui est extrêmement précieuse, qui s'appelle l'association Empathex, dédiée à l'empathie. Et ces étudiants se prennent par la main et font des choses incroyables. Des groupes de parole sur des situations cliniques données qui ont potentiellement été difficiles, avec des techniques que certains peut-être connaissent comme les techniques Balint, des conférences de personnalités extérieures. Et c'est là que vous me voyez venir. C'est que, évidemment, lorsque notre enseignement facultaire le vœu des étudiants de se prendre par la main vis-à-vis de l'empathie, de ce vœu fort de pouvoir être meilleur et plus compétent dans ce domaine qui est indispensable à notre exercice d'aujourd'hui, eh bien, nous avons pu être en contact pour essayer de travailler sur une des questions. Tout à l'heure, je vous disais, le patient ressource peut aider au diagnostic sur certains signes cliniques, mais le patient ressource peut être aussi là pour aider à sensibiliser quelques questions qui ne correspondent pas au diagnostic, mais qui sont 1. L'errance diagnostique. 2. L'incertitude devant un diagnostic. Et quoi dire à un patient qui est dans une errance, qui est dans une certaine incertitude, comment l'accompagner. 3. Impliquer les étudiants et leur dire d'être curieux. Puisque je pense que la curiosité peut permettre d'aboutir à un diagnostic et à limiter cette errance-là. Cette curiosité, elle est souvent très présente chez tous les étudiants en médecine. Elle peut s'éroder avec le temps, avec le poids des tâches quotidiennes de soignants au sens large, qui sont des tâches qui peuvent être de soins, qui peuvent être administratives, où on va rentrer dans une certaine, dans un certain cercle d'habitude, mais où il ne faut pas oublier d'être curieux. Et je pense que clairement cette curiosité est extrêmement importante. Et donc notre vœu fort, et c'est pour cette raison que j'ai invité certains membres de l'association Empathex aujourd'hui, c'est qu'on puisse tout à l'heure sur la pause pouvoir lier et mettre en place une conférence où je serai très heureux de pouvoir vous recevoir à la faculté de médecine de Nancy pour discuter de ces différents points, errance, curiosité et gestion de l'incertitude dans ces conditions-là, pour, dans ce cycle de formation sur lesquels nous investissons énormément. Ça fait vraiment partie des directions politiques de la faculté de médecine de Nancy portées par notre doyen, faire en sorte de pouvoir essayer de vraiment creuser dans cette direction et travailler ensemble pour la formation de nos étudiants de demain. Donc ça, c'est un point qui, je pense, est extrêmement important et qui est vraiment du court terme en termes de projet. Et j'essaierai aussi de vous donner quelques perspectives sur des projets à moyen et à long terme, et notamment la place des patients ressources dans la formation des professionnels de soins. Vous savez que l'enseignement de la médecine, l'enseignement des professionnels de santé au sens large, se faisait jusqu'à il y a peu de temps, et encore beaucoup malheureusement actuellement, par de l'enseignement unilatéral directif. Je vous fais un cours, j'utilise un PowerPoint et je vous transmets mon information. Et comme on sait tous, lorsqu'on entend, on retient un tel pourcentage. Lorsqu'on entend et qu'on refait, on va augmenter le pourcentage d'apprentissage. Lorsqu'on entend qu'on fait et qu'on va essayer de redire à quelqu'un d'autre et qu'on va être soi-même l'enseignant, on va augmenter son taux d'apprentissage. Or, parmi les techniques d'apprentissage, il y a quelque chose qui arrive et qui est déjà arrivé depuis de nombreuses années avec des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui correspond à la simulation médicale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, la simulation correspond à un outil extrêmement puissant qui permet non seulement de pouvoir
tester les connaissances de nos étudiants, mais tester leurs compétences. Qu'est-ce que c'est la différence entre connaissances et compétences? Connaissance, c'est je sais cela, je sais que dans un gâteau au chocolat, il faut du sucre, du beurre et de la farine. La compétence, c'est je sais qu'il faut mettre d'abord peut-être le sucre avec les œufs et ensuite mettre ceci dans tel ordre qui permettra de donner un gâteau, j'espère, le plus pertinent possible. Eh bien, c'est ça, c'est le transfert de connaissances en compétences, et la simulation peut pouvoir l'identifier. Et j'allais dire, nous, notre place, c'est de développer l'envie de ces compétences, de les acquérir, et effectivement de voir aussi le professionnel de soins auprès des malades atteints de maladies rares, non pas uniquement parce qu'on en a besoin de ce savoir aigu, de cette technicité, mais aussi, vous parliez d'empathie, d'accompagnement. Je pense que la maladie rare ne se résume pas à un corps malade. Exactement. C'est vraiment l'ensemble de l'identité qui est touchée, l'ensemble de la sphère. C'est pour ça qu'on définit moins d'une personne sur 2000 concernée par une maladie rare. Dans le concerné, c'est ça. C'est que les frontières de la maladie rare, c'est pas le corps de l'individu malade. Ça touche sa sphère privée, ça touche aussi sa sphère publique, professionnelle, sociale. Et je crois que oui, développer de l'appétence pour les compétences, c'est vraiment important. Et moi, je sens vraiment, même en quelques années, avec Martine, on en parle, on fait le tour de nombreuses, on intervient dans de nombreuses formations, cette curiosité, bien sûr que la curiosité, c'est le moteur, et le fait, je pense, que les étudiants ont bien compris et je leur dis à chaque fois, peut-être que ma démarche est purement égoïste, parce que vous êtes mes médecins de demain. Donc, je crois que oui, vous parliez de recettes, tous les ingrédients sont là pour une bonne alchimie, pour développer cette culture du doute, pour être curieux, pour ne pas simplement attendre un tableau clinique, et du coup ne pas imaginer que la formation des maladies rares, ça va être un enseignement. C'est complètement absurde d'imaginer l'enseignement de 6 à 8 000 maladies rares. Mais qui peut ingurgiter ça? C'est pas possible. Par contre, penser la sensibilisation ou la formation maladie rare sur ce qui est commun à nos maladies, sur qui est ce patient, quelles sont ses problématiques, quelle est la première image que l'on voit d'une maladie rare, comment je peux être sollicité et me dire, ah oui, dans mon cursus de formation, on m'a dit culture du doute, mais ça veut dire quoi? C'est peut-être se rappeler que la première image, c'est justement un tableau clinique qui ressemble à rien. C'est une répétition dans le temps de symptômes qui, a priori, par rapport aux maladies les plus répandues, ne donnent pas sens. Mais voilà, c'est savoir écouter. Vous parliez de cette empathie, je pense que vous êtes nombreux dans les facultés à le dire. Le diagnostic se fait souvent en écoutant. C'est souvent le patient qui exprime les choses. Alors moi, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, mais je crois que ce temps-là d'écoute et de regard, avec cette sphère effectivement de l'empathie et de la co-construction du soin, me semble être pour nous une grande avancée pour vulgariser l'existence de ces maladies rares et sensibiliser afin que ces étudiants devenus professionnels puissent avoir une action positive sur la réduction de l'errance de diagnostic. C'est vraiment ça la visée. Je suis vraiment convaincu là-dessus. Et donc pour imaginer de manière vraiment très pratique comment le patient ressource pourrait aider à former aux compétences les professionnels de demain, imaginez simplement qu'on ne fait pas de simulation sur un geste, pas de simulation sur un diagnostic. Dans une salle avec des caméras de simulation, on met dans cette salle-là une table, 2 chaises, en face un étudiant en cours de formation sur lequel on va évaluer ses compétences relationnelles, en face un patient qu'on dit simulé, standardisé, c'est-à-dire on va lui demander à ce patient, ça peut être un acteur, ça peut être un professionnel qui va jouer un patient, mais ça peut être aussi un patient qui va lui jouer son histoire, mais de manière assez standardisée pour faire en sorte d'avoir un réel objectif d'enseignement, et on va les mettre en scène pour pouvoir, allez, clap, ça débute. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir gérer une erreur diagnostique. Voici la situation, et l'étudiant va pouvoir voir ses compétences à répondre aux questions du patient simulé, qui sera un patient ressource évidemment extrêmement précieux. Et donc, clairement, la place du patient présente à court ou moyen terme dans la formation du professionnel de santé est extrêmement
importante et prendra de la place, j'en suis certain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais, quel était mon ressenti sur le présent et aussi le futur de la place du patient dans la formation du professionnel. Merci, c'est porteur et je pense qu'on est de nombreux candidats et c'est vraiment en s'essayant qu'on construira. On peut peut-être passer aux questions. On vous a explicité maintenant ce qui se fait, ce qui peut se faire. Il y a d'autres expériences, mais c'est un sujet très fort, en tout cas sur le Grand Est. Je pense que c'est important et j'étendrai ça, le patient expert ou le parent expert. Et je donnerai un exemple de ce qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, pendant 5 ans. On nous avait demandé à une époque qu'il fallait proposer des séminaires d'une journée pour, je crois, c'était les étudiants en 3e ou 4e année. Et on avait fait quelque chose sur la génétique. Et puis, il y avait 2 mères, mais qui étaient aussi présidentes d'associations, et c'est comme ça que je les connaissais, mais qui sont intervenues en tant que mères et qui ont raconté leur histoire sur l'errance. Qu'est-ce que ça veut dire, l'errance diagnostique? Qu'est-ce que ça veut dire une annonce diagnostique complètement ratée? Qu'est-ce que c'est le refus de prise en charge? Je donne un exemple. L'une était mère d'une enfant trisomique et qui devenait sourde, et en fait qui est devenue sourde. Mais appareillez, mais madame, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour ça. Ou il y avait des problèmes cardiaques. Mais madame, laissez faire la nature. Ça, eh bien, je vous assure que quand elle parlait, je n'ai jamais entendu, on entendait une mouche voler, je n'ai jamais vu une telle attention parce qu'on leur disait des choses, on leur racontait des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. C'est une chose de dire, voilà, il ne faut pas d'errance diagnostique, mais c'est une autre chose de dire qu'est-ce que c'est de vivre une errance diagnostique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense, on n'a pas fait des questions d'examen après, mais je pense que ceux qui ont écouté ça, il y avait 40-50, c'était pas possible à faire dans un amphi de 300, je pense. Mais ce genre de témoignage, je pense, est extrêmement important pour faire ressortir, et puis effectivement, le doute. Écouter aussi les parents, écouter l'enfant. L'une qui disait qu'il a fallu attendre l'âge de 12 ans pour qu'il y ait un nouveau pédiatre qui ne s'adresse pas juste à la mère, mais qui s'adresse à l'enfant, qui regarde l'enfant, qui s'adresse à l'enfant. Voilà. Quand on sensibilise, mais peut-être Martine, pour ne pas monopoliser, c'est ce que l'on fait. On ne veut pas arriver dans ce cursus de formation pour être un témoin ou un témoin alibi. Parce que je pense que quand on témoigne, c'est une façon de se mettre à nu aussi. Martine, c'est que parfois, j'ai la voix qui tremble parce que je revis la naissance de mon fils et une demi-heure après l'annonce d'un problème relativement grave. Et ça sera pour toujours. C'est des choses. Donc c'est vrai que quand je témoigne de ça, je vis aussi les choses. Donc je vois l'impact. Effectivement, il y a un silence. Martine a toujours un mot d'humour pour remonter tout le monde, parce qu'on n'est quand même pas là pour être sponsorisé par Kleenex. C'est pas le but. Mais l'émotion et l'impact de cette émotion, je pense effectivement, restera dans les mémoires. Et c'est autre chose d'entendre un vécu que de savoir que, comme vous le dites, que l'errance ou que l'annonce, la façon dont c'est annoncé est importante. Ces témoignages, mais on ne voulait pas être que sur des témoignages, on voulait aussi être le patient qui réfléchit, qui contribue à sa propre amélioration aussi, être acteur, c'est très important. Je pense que c'est aussi dans l'ADN, si je veux ce petit jeu de mots, dans l'ADN aussi de l'Alliance et de tous ceux qui militent auprès de l'Alliance, mais bien évidemment, on a cette phase de témoignage, et moi très courageusement, je passe toujours en 2, mais je ne sais pas si Martine veut réagir à ça. Oui, il est certain que ce sont des grands moments très intenses quand on témoigne toutes les deux. C'est vrai que je m'y colle la première, mais on est habitué à travailler maintenant un petit peu comme ça. Mais alors c'était un silence de plomb
de tous ces étudiants qui sont là à écouter très attentivement. Et c'est, à la fin, on pourrait croire que tous ces jeunes ont envie de partir, mais non, ils restent là et ils continuent à nous interroger, même s'ils sont descendus de leur chaise et nous de notre bureau, eh ben, ils viennent et ils continuent à parler et à poser des questions. Et ça, c'est très enrichissant parce qu'on apprend autant d'eux qu'ils apprennent de nous. Et je crois que c'est ça qui fait qu'en leur racontant nos parcours de vie, ça en fera encore des meilleures personnes parce qu'ils ont écouté, ils nous ont entendus, ils nous ont reconnus. Et pour nous, ça, c'est important parce que souvent, on n'est pas reconnu, on a un handicap invisible, bon, ou pas, mais quand même. Et ça, c'est vraiment très important qu'ils soient très attentifs, et ils le sont. Et que ce soit toutes les corporations, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les pharmaciens, voilà, les aides-soignantes, tout le monde est très, très attentif à nos parcours de vie, et ils sont respectueux de ça. Parce que les tripes, là, on les laisse sans faire du misérabilisme, hein, mais on les laisse quand même là devant eux à chaque fois, et à chaque fois on revit tout, et à chaque fois ça fait mal. Mais on le refait quand même, on est un petit peu maso. Voilà. Je réagis sur ce que vous venez de dire, qui est extrêmement puissant et extrêmement fort, qui est l'impact des mots. Or, schématiquement, un médecin verra 1, 2, 3, etc., dans une journée. Et ne se rendra pas compte que, dans la vision du patient, ce sera le rendez-vous qu'il a attendu au bout de 6 mois, qui va faire un shift complet dans sa vie. Il va y avoir l'avant et il va y avoir l'après. Et même si les étudiants sont très sensibles, et notamment s'ils ont choisi une profession de soins, ils sont très ouverts sur cela, sur l'empathie, sur le fait de dire bah tiens, je fais un métier utile qui me permettra de pouvoir vraiment m'investir sur quelque chose d'important pour la société et pour les personnes dans mon pays, eh bien, on se rend compte que cette empathie va s'éroder, la construction de la posture de soignant se fera, des fois de manière inadaptée, avec, même si tout le monde est très sensible et vous écoute, ils sont sensibles à ce que vous dites, ce qui est tout à fait légitime, et bien pourtant il y en aura qui finiront, pas forcément de manière plus adaptée, dans leur impact des mots et ne feront pas attention à ça. Donc nous, en tant que responsables de faculté, on a des promos de 350, on en a 5, donc vous multipliez, vous vous rendez compte de la masse d'étudiants qu'on a à gérer et des garde-fous qu'on doit mettre. Notre but, c'est pas qu'ils soient les meilleurs, les plus humains, mais au moins qu'ils évitent de dire certains mots qui sont juste inentendables. Et cet impact des mots au milieu de leur consultation pleine, archi-bouquée, avec plein d'autres préoccupations peut-être personnelles, etc., il faut qu'ils fassent pour chacun, pour mettre les compteurs à zéro, qu'ils fassent attention à ça. On avait eu cette discussion avec l'association Empatex et on avait fait une conférence qui s'appelait Vidéo Indignation Maximale. On a utilisé la chance d'avoir des étudiants qui ont joué le rôle de soignants. Ils ont fait des petites scénettes, ils sont mis en scène. D'ailleurs, un des acteurs est au fond, au dernier rang, et je le remercie. Donc vidéo faite par les étudiants pour les étudiants, où il y avait la vidéo avant. Alors, je ne vous raconte pas l'impact des mots, mais je peux vous dire, ça nous a permis de débriefer pendant 1h30 à peu près sur une quinzaine de minutes de vidéo, et la vidéo après. Et tout le monde est complètement convaincu, il y a l'évidence. Et donc ce type d'enseignement, c'est des choses que nous mettons en place et que nous souhaitons pérenniser avec le temps. Notre seule problématique, c'est rendre d'une certaine manière obligatoire ce type d'enseignement. Quid des personnes qui ne sont pas dans l'amphi? Est-ce que c'est les personnes qui se désintéressent le plus? Ou nous, notre but, c'est de pouvoir toucher cela pour mettre les garde-fous, pour éviter de faire en sorte qu'eux, demain, évitent ce type de comportement. Et donc, vous voyez, il y a toute cette problématique-là où on essaie de les toucher par différents moyens de communication, de rendre clairement les enseignements obligatoires, mais aussi, comme vous l'avez compris, pour faire en sorte qu'ils retiennent, de mettre ça aux examens. Et donc notre but, là, on débute une étude sur la simulation relationnelle où
demain, cette simulation relationnelle, relation médecin-patient, soignant-soigné, puisse faire l'objet d'une évaluation en fin de 6e année, au même titre que le fameux CSCT, c'est l'examen de fin de 6e année, fin de 2e cycle. Donc si on met ça demain en examen, clairement ils l'apprendront parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc c'est une manière pour nous de pouvoir rendre important et mettre de l'importance dans cette relation soignant-soigné, l'impact des mots, évidemment dans le cadre des maladies rares, mais aussi la nuance diagnostique dans le cadre du cancer. Et je prends l'exemple du cancer, la Ligue contre le cancer nous soutient financièrement dans le cadre de ces formations aux compétences relationnelles et à l'annonce d'une maladie grave par le biais de la simulation. Vous voyez, tout est un tout. Je reprenais simplement l'idée de l'impact des mots, qui pour moi est extrêmement, résonne parce que c'est quelque chose qui est présent à chacune de mes consultations, et à chacune des consultations de soignants. Et donc, essayons de faire en sorte que nos nouvelles générations, grâce à vous, patients, puissent être meilleures. Nous, ça nous a même donné l'idée également, mais avec la Ligue, mais cette fois-ci de la Marne, on a mis en place également un patient ressource qui vient pour le cancer. Et ça a extrêmement bien marché parce que nos étudiants, ça y est, sont partis dans cette démarche à cause de vous, à cause de l'Alliance Maladies Rares. On est parti dans d'autres problématiques. Bon, on ne les compare pas. Pour nous, de toute façon, c'est obligatoire. On n'a pas de, je dirais, on est excessivement dur avec les personnes qui sont absentes de façon... bon, ils ont le droit de ne pas être là pour une raison, s'ils sont malades, etc. Mais sans raison valable, c'est un 0. Donc, c'est extrêmement difficile, mais il n'y a que comme ça que l'on arrivera à former des professionnels de santé. Alors, ils ont les connaissances, on leur donne les connaissances, on a 6 ans d'études. Bon, il y a des stages, je vous en passe, mais c'est vrai qu'ils ont les connaissances. Mais on leur a toujours dit, le patient, qu'il soit malade ou pas, on va souvent sur les sites dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont très utiles. Et il ne faut pas que le professionnel de santé en sache beaucoup moins ou ne sache pas. Donc pour nous, c'est un défi qu'il en sache un peu mieux, un peu plus que les autres, et surtout qu'ils disent des choses qui sont vraies. Et non pas aller, comme font certains étudiants, sur des blogs, sur des sites que je ne citerai pas, mais qui ne sont pas soumis à comité de lecture, donc qui peuvent raconter ici et là quelques, je dirais, imbécilités pour être poli. Mais je veux dire, on est attaché à ça, ce n'est plus le même enseignement. Madame Varnet intervient comme Madame Libani au milieu des étudiants, en table ronde. Il n'y a plus cet aspect d'enseignant-chercheur qui est derrière son pupitre et les étudiants qui sont dans l'amphi. Dans un amphi, on rentre, on sort un petit peu, les portes claquent. C'est très désagréable pour celui qui enseigne, mais on a la chance d'avoir des promotions plus petites à Reims. Donc on a 80 étudiants, dont certains par filière, ça représente 40 personnes. Et je trouve que 40 personnes dans un amphi de 200, ça ne serait pas possible pour vous. C'est vraiment trop impersonnel. Donc on a mis les moyens, ce ne sont pas des moyens financiers parce que ça ne coûte pas cher d'une manière générale, mais on s'est donné les moyens de rendre nos professionnels de santé à nous, qui ne sont que des pharmaciens, mais qui ont aussi une place en tant que professionnels de santé, de se donner les moyens qu'ils soient bien dans leur profession et qu'ils accompagnent, pas prendre en charge, mais accompagner le patient et sachent l'orienter. On parlait tout à l'heure, les personnes, quelquefois, ne savent pas à qui s'adresser, et au moins d'orienter. Donc voilà, je pense que chez nous, on y arrivera, ça avance. Voilà. Bien, pour conclure, merci. Merci de nous aider, merci d'être dans cette réflexion, et j'espère que d'autres facultés nous aideront. Avec Martine, je dis Martine parce que d'être seule, des fois... C'est bien aussi d'avoir des associations très impliquées. Martine l'est. On manque de temps, mais c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est que d'autres prennent le relais. C'est pas auto-centré. On va donc finir cette première matinée. Je sais bien que je t'ai fait un signe, mais on a juste une petite question qui restait, que je n'avais pas vue, voilà, qui était en attente. Je suis désolée. Bonjour, je suis Anne-Lise, maman d'une enfant syndrome de Vivo et aussi la présidente des Cétos du Cœur et autres régimes. Moi, j'ai vu il y a quelques années qu'il y avait eu un diplôme universitaire spécialisé dans les maladies rares, accessible aux médecins et ainsi qu'aux parents
dont les enfants ont une maladie rare. Je pense que ça aurait été une mine d'or, mais le problème c'est qu'apparemment il ne se refait plus. Donc j'aurais voulu savoir si c'est encore dans les projets ou... Je pense que c'est très important. Je crois que la Fondation Maladies Rares peut répondre à... Oui, alors effectivement, c'était le DIU Maladies Rares qui a été fait, je crois, 2 années. Et puis l'an dernier, c'était assez lourd parce que c'était sur 3 villes différentes, etc. Et il n'y a pas eu assez d'étudiants inscrits. Donc on a décidé de ne pas le faire et il va falloir réfléchir, effectivement. Effectivement, il y avait quelques parents, il y avait des gens de l'industrie pharmaceutique qui venaient, c'était assez... Mais voilà, c'était le problème du nombre pour organiser un enseignement qui est assez lourd quand même. Donc. Merci, Monsieur Mandel. Je te laisse conclure. Oui, on va s'arrêter là, passer à la pause déjeuner. Durant le temps de déjeuner, vous verrez les associations de malades ont déposé des flyers sur les tables qui se trouvent le long des escaliers. Mais aussi, prenez peut-être le temps, en tout cas moi je vous y invite fortement, à rencontrer Adèle Bounif. On a la chance d'avoir un papa parmi nous qui a une plume très productive, qui parle de son vécu, de papa, de petite fille. Adèle vient de se lever, donc voilà. Pardon ? Oui. Et donc Adèle parle de son vécu de façon très poétique, et peu importe la maladie, pour l'avoir vécu et avoir une maladie complètement différente de celle qui le concerne, on est tous extrêmement touchés. Et je sais que vos 2 recueils aujourd'hui publiés sont régulièrement primés. Je crois que c'est une chance. Et c'est aussi quelqu'un de notre région, même si je n'ai pu vous faire de place dans le programme comme je l'imaginais au départ. En tout cas, je souhaite vraiment porter à connaissance de l'Assemblée que vous êtes là aujourd'hui et que écrire poétiquement, c'est aussi défendre notre cause. Merci beaucoup Isabelle. Je voulais rebondir sur ce que disait le professeur Zuy. L'importance des mots, justement, donc, qui sont un exutoire et qui parfois permettent, face à une annonce d'un diagnostic, excusez-moi, je suis un peu ému. L'annonce d'un diagnostic, parfois, peut être dévastateur. Donc, et vous disiez justement, à juste titre, que parfois, on attend un rendez-vous pendant 6 mois, 1 an, et que pour les médecins, parfois, on peut être juste un patient. Vous disiez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 par jour. Donc, pour vous, peut-être, ça n'a pas... vous n'arrivez pas à mesurer l'importance que ça a pour nous. Moi, je suis papa d'une petite fille atteinte du syndrome de Dravet, c'est une forme d'épilepsie rare et sévère. Et donc, pour sensibiliser à cette maladie, j'ai décidé d'écrire. Donc, comme disait Marguerite Duras, donc écrire, c'est hurler en silence, c'est tout à fait ce que je ressens. Et si vous me permettez juste de lire un poème très rapidement, ça rejoindra ce que disait si j'ai le temps. Est-ce que vous me laissez le temps ? Allez-y, en ligne droite. Le poème s'appelle « Équilibre instable ». Admettre que son enfant est en situation de handicap, c'est déjà franchir une première étape. Une barrière entre 2 mondes, celui des valides et des invalides. C'est comme avoir une double vie, un jour au soleil, un jour sous la pluie. Transiter entre ces 2 dimensions requiert une certaine adaptation. Un jour des rires, un jour des pleurs, un jour des plaisirs, un jour des malheurs. Équilibre instable qui ne tient qu'à un fil, bonheur fugace et si fragile. Parcourir un tunnel sans fin, s'efforcer de vivre au quotidien, accepter l'inacceptable, vivre avec cette douleur incommensurable. Faire le deuil infaisable, nier cette maladie incurable. Envisager l'avenir de son enfant avec incertitude, espérer qu'il ne connaîtra jamais la solitude. Faire semblant d'être heureux pour ne pas rendre son enfant malheureux. Préparer l'avenir de son enfant au fur et à mesure, espérer trouver un jour la bonne structure qui pourra l'accueillir sans discrimination et qui prendra le relais après notre disparition. Prendre un aller sans retour, sacrifier ses projets par amour, mettre de côté sa carrière, reconstruire de nouveaux repères, mais ne jamais oublier qu'en un instant, tout peut s'écrouler. Avoir l'impression d'être un passager à destination d'un vol long courrier, sans escale pour se reposer, sans bagages ni gilet de sécurité. Vivre avec cette épée de Damoclès, plantée dans le cœur d'un papa en détresse, survivre dans un monde parallèle, coincé tel un oiseau sans ailes. Merci à vous.
Merci Adèle.